Mali, Sinimeli Mali, Tebedamafu, Sirao, Anale, Govane, Gabalambo. Mali, Sinimeli Mali, Tebedamafu, Sirao, Anale, Govane, Gabalambo. Gabalana, and Mumekiri Fargobayana, Titiante, Ale Single Samage sos, leta blare yo krengabon, blampa na nyere blampa nimre, gaben titi uvorengabon, tu karda kinnigo, na foda fade na runga funyat, kona megira una. Le loup et le hérisson. Un jour, un hérisson rencontre un loup en plein désert. « Où allez-vous comme ça, monsieur loup ?» demande le hérisson discrètement. « Au royaume d'Igar, mon cher, répond le loup. Et vous ? Mais justement, j'y vais moi aussi. Quelle heureuse coïncidence si on faisait la route ensemble, propose le hérisson. Je ne demande pas mieux, répond le loup tout content. J'ai horreur de la solitude. Et les voilà qui cheminent côte à côte. Si ce n'est pas trop indiscret de ma part, dites-moi donc ce que vous allez faire au chemin d'Igar, s'enquit le hérisson, chemin faisant. Ma foi, dit l'autre, j'ai ouï dire que le premier étranger qui en franchirait le portail épouserait la fille du roi, répond le loup innocemment, tout fier de sa candidature au mariage en question. Ah, mais cette fois-ci, la coïncidence est bien fâcheuse, remarque le hérisson en se grattant la tête. Figurez-vous que je voyage dans le même but, et à ma connaissance, la polyandrie n'est pas autorisée dans ce royaume-là. Oh, si c'est ainsi, mon cher, tu ferais mieux de renoncer, rétorque le loup. Tu n'as aucune chance de séduire la princesse avec ce pull vert de piquant que tu as sur le corps. Sauf ton respect, s'insurge le hérisson, c'est toi qui n'as aucune chance, avec ta gueule de charognard, ta réputation de mauvais chanteur. On le constate, la tension monte entre les deux compagnons de voyage. Mais arrête de m'insulter, mangeur d'insectes, la princesse sera à moi, continue le loup en proie à la colère. Détrompe-toi, bouffeur de chèvre, c'est à moi qu'elle sera, réplique le hérisson. Puis d'abord, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je continue sans toi. Et le hérisson d'obliquer par un autre chemin. Il prend un raccourci et à quelques jours de là, le voilà en vue du royaume d'Igar. J'ai devancé le loup, se dit-il tout joyeux. Il est loin derrière moi. La princesse m'appartient, tralali tralala. Et tout en chantant, gambadant, cabriolant de joie, il tombe plouf dans un puits. Le voilà au fond du trou. Bien obligé de constater que d'un coup, d'un seul, ses rêves se sont évaporés, notre futur prince se lamente sur son sort, quand brusquement il tend l'oreille et ce pas qui se rapproche, ces grognements grossiers, ne sont-ce point ceux de son ex-compagnon de route, l'ami loup? Le hérisson a une idée. « Au secours! Au secours !» crie-t-il d'une petite voix blanche et fluette. « Oh, personne donc ne viendra sauver la pauvre princesse d'Igar! Oh, ayez pitié de moi !» Entendant ces cris de détresse, le loup s'approche, se penche au-dessus de la margelle. « Nom d'un petit bonhomme, que faites-vous là, princesse ?»« Un horrible hérisson me maintient prisonnière parce que j'ai refusé sa demande en mariage. »« Ah, le misérable !» s'écrie le loup. « Il va me le payer. Princesse, je vole à votre secours. » Et, attrapant la corde qui glisse dans la poulie, il se laisse descendre au fond du puits. Dans le noir, le loup ne voit pas tout de suite la princesse, mais il a vite fait de trouver le hérisson. « Je te tiens, espèce de satyre !» s'écrie-t-il en proie à la fureur, et d'un coup de pied digne d'un penalty, il envoie le hérisson valser sur la terre ferme. Celui-ci atterrit en souplesse, mais avant de courir, frappe à la porte du royaume d'Igar.
Il s'approche du puits, prestement tire la corde que le loup, à la recherche de la princesse, a fini par lâcher et lance. « Merci, l'ami, de m'avoir tiré de ce mauvais pas. Tu vois, c'est volontiers que je serais resté te tenir compagnie, mais ce serait impoli de faire attendre une princesse. » Moralité, dans la vie, c'est comme dans les puits. Il y a des hauts et des bas. Survivra qui pourra. Le mariage de Lycosie. Il était une fois une belle princesse en âge de se marier, mais son père, le roi, ne voulait pas la donner à n'importe qui, loin de là. Ceux qui désiraient épouser la princesse, annonce-t-il, à grand renfort de tam-tam, devront répondre de façon adéquate à certaines questions pertinentes que je compte leur poser. Avant toute chose, mon futur gendre doit maintenir l'art de la dialectique. Aussitôt, de tous les coins du royaume, les jeunes gens les plus diserts, bavards, éloquents se mettent en route pour solliciter la main de la princesse, sûrs que leur talent oratoire leur permettra sans problème de s'asseoir sur le trône. Mais le roi n'est pas de ceux à se laisser berner par de belles paroles. D'un œil narquois, il voit s'allonger la file des prétendants. « J'ai quelques questions à te poser, dit-il au premier. Si tu réponds sans te tromper, ma fille est à toi. Alors, dis-moi, quel est le bâton qui va du ciel à la terre ? La pluie, Majesté, répond le rusé jeune homme. Très bien, acquiesce le roi. Dis-moi encore, quel est le bâton qui va de la terre au ciel ? La parole, Majesté. Tu es un garçon intelligent, s'exclame le roi. Pourrais-tu à présent m'apporter comme dot un mouton qui ne soit ni mâle ni femelle, un mouton tout simplement. Du coup, le prétendant reste interloqué. Un mouton qui ne soit ni mâle ni femelle, un mouton simplement. Mais, Majesté, c'est impossible. Le roi est inflexible. Sans son mouton, tout simplement, il ne donnera pas sa fille. Les prétendants continuent de défiler, les devinettes se multiplient. Quel est, dis-moi, ce grand arbre de mon père sur lequel on ne peut monter ni par le bas, ni par le haut, mais par le milieu uniquement ? Le cheval, répond l'amoureux transi. C'est bien,
C'est bien, répond le roi, mon père, mais pourrais-tu à présent m'apporter comme dot un mouton qui ne soit ni mâle ni femelle, un mouton tout simplement. À cette question-là, tous les sollicitants échouent. La princesse, qui suit l'évolution de la situation, commence à se faire du souci. Euh, Finirai-je vieille fille se demanda-t-elle avec effroi, tandis que les plus beaux garçons lui passent sous le nez. Enfin arrive le tour de Lycosie. Sans hésiter, il résout avec brio toutes les énigmes. Alors, comme aux autres, le monarque lui pose l'ultime devinette. Comme d'autres, Lycosie, pourrais-tu m'apporter un mouton? Un mouton qui ne soit ni mâle ni femelle, un mouton simplement. Lycosie regarde le roi et sourit. Naturellement, grand roi, j'en ai justement un chez moi. Simplement, je dois vous dire que c'est un animal délicat. Il ne supporte pas qu'on le sorte à n'importe quelle heure. Venez le chercher quand vous désirez, mais ne venez ni le jour, ni la nuit. Venez simplement. Et c'est grâce à cette réponse, ô combien sibylline, que Lycosie épousa la princesse aussi belle. Moralité, comme répondirent les gymnosophistes à Alexandre le Grand, à question abstruse, abstruse réponse. Siga chababa sanya, mabudi dona buna, katuma bola singe sinyagi. Taite, matira ngapula kamara. Male, sinimbe ni male, todama fu. Sirao, tanale do bane do balambo. Ni male, sinimbe ni male, todama fu. Sirao, tanale do bane do balambo. Kabanana, en mume kiri fargo bayana. Titiate, ale sing signage. Semage sos, leta blare yo krengabon. Blampa na nyere blampa nimre. Kaben titi uberengabon. Tu karda kini. Na foda fade na runga funyat. L'hyène et les lionceaux. Il s'avéra qu'un jour, le lièvre se souvint qu'il avait une revanche à prendre sur l'hyène. À cause de quoi exactement, nous n'en savons plus rien. Vous savez, une de ces vieilles histoires qui se perdent dans l'obscurité des tanières. Bref, ce jour-là, le lièvre se leva d'humeur vengeresse, croisa sur sa route 2 lionceaux endormis sous un arbre, et aussitôt l'idée géniale germa dans son cerveau. Le pied de guerre, mais l'œil câlin, il alla trouver l'hyène. « Tu sais que je ne te veux que du bien, lança-t-il en guise de bonjour. Eh bien, imagine-toi que je viens de trouver sur ma route 2 chevreaux endormis. C'est pas une aubaine, ça? Un pour toi, un pour moi. Oh, ne me remercie pas, ne me remercie pas, poursuit le lièvre. Je le fais au nom de notre amitié, mais dépêchons-nous, sinon ils vont se réveiller. L'hyène en bave d'anticipation, 2 chevreaux endormis. Oh, c'est un cadeau du ciel. Tout en galopant aux côtés du lièvre, elle rit, elle pleure, elle glousse, bafouille tout à la fois, tellement l'émotion lui fait perdre la tête.
Dis, on va les manger tout de suite, hein, dit-elle au lièvre avec des yeux brillants. Le lièvre la calme. Oh, doucement, doucement, vieille gourmande que tu es. On les emportera dans un lieu sûr. Ah, pas besoin d'ameuter tout le quartier. Les voilà donc enfin sous le grand baobab. Les petits lionceaux ronflent toujours comme des innocents. Liane est tant excitée qu'elle ne s'attarde pas à les examiner. Tout comme le lièvre, elle en cale un sur son dos et file au petit trot. Mais naturellement, les lionceaux, troublés dans leur sommeil, se réveillent, se mettent à gigoter, à crier, à pleurer. Oh, cet animal est trop bruyant, déclare le lièvre. Je vais lui apprendre à se calmer. Ayant dit, il fait semblant de cogner le petit lionceau contre un tronc d'arbre. Mais en vérité, subrepticement, il a pris une pierre, et c'est la pierre qu'il cogne contre le tronc de l'arbre. Liane, l'esprit trop préoccupé par ses idées de festin, n'a rien remarqué de la supercherie. Tu as raison, dit-elle, je vais en faire autant. Et elle, pour de bon, cogna de toutes ses forces le petit lionceau contre un rocher, tant et si bien qu'il en rend l'âme. C'est à ce moment-là seulement qu'elle le regarde de plus près. Il est curieux ce chevreau, murmure-t-elle. J'en ai jamais vu de semblable, avec des griffes au lieu de sa bouche, et puis ses petites oreilles toutes rondes. Ils les ont pas pointues d'habitude. Mais elle n'a pas le temps de poursuivre cette intéressante leçon d'anatomie. Un rugissement proche la fait bondir. Elle veut prendre ses jambes à son cou. Elle en oublie même les chevreaux et les lionceaux. Trop tard. La lionne lui fait face. « Où est donc ma progéniture ?» gronda-t-elle. Le lièvre joue les empressés. Ici, maman lionne, ici, je m'en suis occupée. J'ai veillé sur ton petit qui s'était perdu dans la savane. » Puis, se retournant vers sa complice, le lièvre ajoute naïvement Liane m'a dit qu'elle allait sauver l'autre et te le rapporter. Totalement affolée, Liane regarde autour d'elle. Elle est prise de bouffées de chaleur. La terreur la fait déraisonner. Maman lionne, il est là, je l'ai sauvé. Regarde, ne te fâche pas, il s'est cogné cet imbécile. Sinon, tout va bien, mais ne me fais rien, pitié, pitié. La lionne n'est pas de celle qu'on attendrit avec des pleurs. D'un grand coup de mâchoire, elle tranche le cou de Liane, tandis que le lièvre s'en va en sifflotant. Moralité, les gloutons font leur fosse avec leurs dents. La chèvre aux œufs d'or. Il était une fois deux frères, l'un doux, bon travailleur, il s'appelait Tchéo,
L'autre colérique, envieux et surtout fainéant que c'était une misère. On l'appelait Hadji, Hadji le fourbe. Tous deux, naturellement, ne se fréquentaient pas, mais Hadji surveillait la maison de son frère dans l'espoir de découvrir le secret de son bonheur, de sa prospérité. Or, voilà que ce secret résidait en partie en la personne d'une chèvre. Et oui, pas plus que ça, une chèvre. Cheo l'avait achetée un jour du marché, il l'avait ramenée chez lui, mais déjà sur la route, la chèvre s'était avérée fort savante. À un détour du chemin, elle avait dit à Cheo: Arrête-toi, là, tu vois cette butte, elle cache des ignames des terres éculées, et donne-moi la chair. Cheo, bien que surpris, ne posa pas de questions. Il obéit, trouva les ignames, les cuisit, les donna à manger à la chèvre, gardant pour lui les épluchures. Amène-moi à la rivière, j'ai soif, lui dit alors la chèvre. À la rivière, la chèvre but tant et tant que les poissons se retrouvèrent frétillant en plein air, et Cheo s'empressa de remplir ses paniers. Tant de poissons, pensez, c'était une fameuse aubaine, d'autant plus que la famine sévissait au village. Entré chez lui, Cheo fut acclamé. Sa femme prépara un festin, et pour une fois, on fit bombance. Mais les cris de cette fête improvisée ne manquèrent pas d'attirer l'attention du mauvais frère, Hadji le fourbe. Voulant savoir ce qui se passait chez Cheo, il y envoya son fils sous prétexte que leur feu s'était éteint. Ramène-nous des braises, dit-il au garçon, et regarde un peu en quel honneur il festoie là-bas. L'enfant partit, et quand il vit tous ces poissons, il n'en crut pas ses yeux. C'est qu'il avait grand faim, le pauvre. Il partit sombrement avec ses braises, puis revint sur ses pas. Oncle Cheo, dit-il, le feu que tu m'as donné s'est éteint. L'oncle lui en redonna, et l'enfant repartit. Il revint pourtant une troisième fois, ne parvenant pas à s'éloigner de la bonne odeur des plats. Oncle Cheo, dit-il, le feu que tu m'as donné s'est encore éteint. L'oncle lui en redonna, et l'enfant allait repartir quand sa tante le retint par le bras. Attends un peu, lui dit-elle. Ce n'est pas pour le feu que tu es revenu, hein? C'est pour les poissons. Cheo, donne-lui à manger. Ce malheureux a faim. Mais Cheo se fâcha. Tu as tort, dit-il à sa femme. Ça va nous attirer des ennuis avec mon frère. Il va vouloir lui aussi des poissons. Il ne faut rien donner à ces gens-là. Sa femme le regarda durement. Cheo, toi connu pour ta grande bonté, n'as-tu pas honte de laisser partir cet enfant le regard affamé? Et elle donna des poissons à l'enfant. Soit, bormonna Cheo, mais ne rapporte rien à ton fainéant de père, promis? L'enfant promit, mangea, mais il savait bien que son père le battrait s'il rentrait les mains vides. Alors, à l'insu de tous, il glissa des poissons dans sa ceinture. Rentré chez lui, l'enfant se fit battre avant d'avoir eu le temps de sortir les poissons, puis se fit cajoler pour les avoir si bien dissimulés, et enfin put raconter toute l'histoire à son père, combien chez l'oncle Cheo ils étaient riches grâce au talent d'une chèvre savante. « Il me faut cette chèvre, dit l'oncle. Je vais aussitôt la réclamer à cet imbécile de Cheo. » Et il partit réveiller son frère au milieu de la nuit. « Emmène-moi là où tu as attrapé tes poissons, cria-t-il. Cheo se retourna sur sa natte en maugréant. « Tu vois, murmura-t-il à sa femme, je te l'avais bien dit, il fallait rien donner à cet enfant. Maintenant celui-là vient nous déranger au milieu de la nuit. »« Je ne peux pas y aller dans l'obscurité, cria-t-il de sa natte. Reviens quand il fera plus clair. » Hadji partit mettre le feu à la forêt tout près de la case du frère et l'appela de nouveau. « On y voit à présent, on peut y aller. » Cheo se leva, mais une fois dehors, il regarda son frère. « Oh, ce serait pas toi qui aurais allumé ce feu par hasard? Je ne bouge pas d'ici avant d'avoir entendu le chant du coq. » Hadji partit secouer les coqs pour les faire chanter, puis revint chez son frère. « Les coqs ont chanté, tu les as entendus? Allons-y. »« Oh, doucement, répondit Cheo de sa case. Il m'a semblé que ces chants-là n'étaient pas spontanés. Tu dois y être pour quelque chose. Je ne bouge pas d'ici avant l'aube. » Hadji fut donc bien contraint de patienter. La nuit finit par disparaître. Aux premières lueurs, les deux frères, la chèvre à leur côté, prirent le chemin de la rivière. Sur la route, la chèvre dit « Sous ce monticule, il y a des ignames, déterre-les et mangeons. J'ai envie d'en goûter la chair. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire » s'écria Hadji. « Non seulement cette chèvre parle comme un professeur,
Mais en plus, elle a le toupet de te donner des ordres. Mais Cheo ignora les réflexions sarcastiques de son frère et obéit. Es-tu donc complètement fou de lui donner la chair des ignames et de ne garder pour nous que les épluchures s'exclama de nouveau Hadji. Cheo, tranquillement, mâcha les épluchures. Hadji, lui, les repoussa avec dédain. « Oh, c'est pas demain la veille, ricana-t-il, que je me laisserai commander par une chèvre. » Ils arrivèrent au fleuve. La chèvre avait soif, et Cheo la conduisit à un endroit profond. « Quand j'aurai bu cette eau, dit-elle avant de s'abreuver, remplissez vos paniers de poissons, mais ne prenez pas les gros, prenez que les petits. » Cheo acquiesça de la tête. Hadji haussa les épaules. La chèvre se mit à boire. Bientôt les poissons apparurent, frétillant au fond du lit du fleuve. Les deux frères se précipitèrent. « Tu ne dois pas écouter cette folle, dit Hadji à son frère. Oh, moi en tout cas, je ne prends que les gros. Je ne vais pas perdre mon temps avec de la friture. Seulement les gros n'arrêtaient pas de lui glisser des mains. Ils étaient trop agiles, trop robustes, trop vifs. Pendant qu'Hadji s'escrimait à vouloir les capturer, son frère, lui, remplissait tranquillement ses paniers. Au bout d'un moment, la chèvre appela. « J'ai trop bu, lança-t-elle. Il faut que je crache cette eau. Remontez !» Cheo grimpa sur la berge, mais son frère était toujours au fond du lit du fleuve. D'en haut, on l'entendait se battre et tempester contre ces maudits poissons qui lui échappaient sans cesse. Dans ses paniers, il n'y avait toujours rien. La chèvre eut un petit rire narquois, puis dans un spasme, elle dégorgea des torrents et des torrents de flots. Ce fut comme un raz-de-marée, comme des écluses qui s'ouvraient. Hadji fut renversé violemment. Une dernière fois, on le vit encore gesticuler, cabrioler, agiter désespérément les bras, puis disparaître sous l'écume à tout jamais. Moralité, comme on dit chez les Turcs, mettons soin à te faire des amis. Pour tes ennemis, le ventre de ta mère s'en chargera. La sardine et le cachalot. « J'ai un problème, pleurniche la sardine. « Ah, que je suis malheureuse !»« Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» s'enquit le cachalot. « Je peux t'aider. »« Mais justement, si j'ai un problème, rétorque la sardine, c'est à cause de toi. Vois-tu, tu es grand, tu es gros, tu es fort et moi, regarde, j'ai beau manger de l'aube au crépuscule, je ne prends pas une écaille. » Sois heureuse d'avoir la ligne, dit le cachalot. Vaut mieux avoir la ligne que l'hameçon, rajoute-t-il finement. Te gêne pas, ironise, je te confie mes frustrations, tu me sors des calembres d'aile, c'est beau l'amitié. Le cachalot rougit sous la critique. Allez, te vexe pas, sardine, je vais t'aider. Tu veux être importante et forte comme moi, eh bien vis comme moi. Va-t'en parcourir les mers, les océans, va visiter le monde. Mes fréquents déplacements au fond des eaux m'ont donné cette ampleur. Au début de ma longue carrière, moi aussi j'étais un être minuscule, minable, méprisé.
destinée à finir tristement séchée, salée ou en conserve. Mais j'ai commencé petit à petit, et tu vois, mon embonpoint à présent est preuve irréfutable d'une grande sagesse et d'une connaissance indéniable, acquise par l'expérience accumulée lors de mes voyages et pérégrinations. Tout ça m'a donné du poids, forcément. Le cachalot ayant achevé sa tirade, la sardine ne fait ni une ni deux. Elle met le cap sur l'inconnu et, emportée par l'espoir et les courants marins, entame l'aventure. De longs jours, elle nage, longeant les rivages de lointains paysages, jusqu'au moment où, wap, elle se sent soulevée de son milieu habituel, à une étrange sensation d'extrême pesanteur, mais le temps qu'elle se dise « ça y est, j'enfle, je grossis », elle comprend qu'elle se trouve dans le bec d'un héron, que le digne animal va passer à table. « Pitié !» s'écrie-t-elle. « Héron, laisse-moi vivre, si ce n'est pas pour moi, fais-le pour la science. Je fais une expérience, je parcours les 7 mers pour apprendre à grossir. Pitié !» Elle en dit tant et tant que le héron, apitoyé et fatigué par tant de cris, relâche la sardine. Glop ! Elle retourne dans l'eau. Plouf ! Et sa légèreté à l'instant même revient. « J'ai pas grossi, » pense-t-elle, « c'était tout juste l'effet de l'air. » Mais comme l'effet est résolu, la sardine continue sa course. À vouloir aller vite, on ne fait pas toujours attention où on glisse ses nageoires. Et bientôt, la sardine se heurte à un rideau de mailles, mais ce rideau, impossible d'en faire le tour. Une fois de plus, elle se sent soulevée. Une fois de plus, elle expérimente cette étrange sensation de lourdeur et d'étouffement. Elle est prise dans le filet d'un vieux pêcheur. Alors, comme précédemment, elle y va de sa complainte. « Épargne-moi, pêcheur, je suis en mission scientifique. Si j'apprends le secret qui peut me transformer en cachalot, je le révélerai à mes consoeurs sardines. Imagine un peu ce qu'alors tu pourrais ramasser dans ton filet, pêcheur, de quoi nourrir des villes entières. » Le pêcheur hoche la tête d'un air convaincu. Elle a beau être encore bien petite, la sardine n'en a pas moins trouvé un argument de poids, et il la relâche. Sauvé une fois de plus, l'intrépide animal décide qu'il est peut-être sage à présent de retourner aux sources et de comparer sa taille à celle du cachalot. Il est là, gras et gros, assommeillé entre 2 eaux. A-t-il vraiment trop navigué dans sa vie ? La sardine a le sentiment qu'il n'a pas bougé d'un pouce depuis leur dernière entrevue. « Me voilà, dit-elle. Oh, j'ai survécu aux pires difficultés, affronté les pires dangers, appris beaucoup de choses. Mais regarde, je suis toujours petite, comme au départ. Où est donc l'embonpoint de la sagesse que tu m'avais promis ? » « Suis-je bête ?» s'écrie le cachalot en se frappant le front, comme s'il se souvenait à l'instant d'une chose essentielle. « J'oubliais de te donner la clé qui devait te permettre de transformer tout ce savoir abstrait en matière concrète, en chair et en os. » « Une clé ? Mais quelle clé ? Tu me sors ça maintenant ? Où est-elle, cette clé ?» s'énerve la sardine. « Mais là, dit le cachalot en ouvrant tout grand ses mâchoires, là, au fond de ma grande gueule. » Dame Sardine avait perdu suffisamment de temps pour hésiter encore. Après avoir franchi les mers et les océans et survécu à 1000 pièges, elle se jeta tranquillement dans la gueule du monstre. Moralité, comme dit un proverbe latin, les tours les plus hautes font les plus hautes chutes. Nakuda fadena unafunyati Bona mekira unafuna Faru dabe fondagi Inasi be ufurenga bon Una lukarda nindido Tande Tande o tande Nima
sinimbe ni mani sirao parale do mane do gamba. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba makasi. Oh lélé, Moliba makasi. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Oh lélé, Moliba makasi. Oh lélé, Moliba makasi. Oh. Yengena aya. Bengena aya. Bengera ahoya oya kara ahoya oya onginza ahoya oya bengera ahoya oya kara ahoya oya onginza ahoya oya. Olele, Moliba makasi. L'antidote de la colère. Sorcier! S'écria la femme en se laissant tomber sur une chaise dans la case du sorcier. Sorcier! dit-elle en reprenant son souffle, car elle avait couru. Sorcier, c'est pas une vie. Ah, cet homme, mon mari, vraiment, si on m'avait dit avant que je l'épouse qu'il était comme ça, jamais, jamais j'aurais pu me marier avec un homme pareil. Il avait l'air d'une colombe, il était gentil, timide, ah vraiment, et maintenant tu le verrais, sorcier, piquer ses colères, il crie, il casse tout. On m'a trahi, voilà, des colères pareilles, mais tout le village accourt, sorcier, et moi, quelle tête j'ai. Il me couvre de honte. Je lui dis « Tais-toi, on se moque de nous, tais-toi !» Sorcier, c'est plus un homme, ça, c'est de la dynamite. Ma mère me l'avait dit, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que je peux faire, sorcier? Aide-moi, j'en peux plus. Pendant tout le temps qu'elle parlait, le sorcier regardait la femme et cette bouche qui déversait les mots comme les flots d'un fleuve bouillonnant. Ah, cette femme le saoulait tellement de paroles qu'il sentit sourde en lui l'irritation et la colère. Sans doute, se dit le sorcier, une femme pareille peut faire perdre son sang-froid au plus paisible des hommes. S'il voulait guérir le mari de ses emportements, il lui fallait commencer par l'épouse. J'ai quelque chose pour toi, un remède tout à fait efficace contre toutes les colères, dit le sorcier quand il parvint à placer un mot. Et tandis qu'elle se lançait dans de nouvelles incantations sur sa dure condition féminine, il mélangea divers liquides, remplit une fiole avec le résultat et tendit la bouteille à la femme. « Tiens, lui dit-il, emporte ça, et dès que ton mari commencera à se mettre en colère, prends une cuillère de cette potion, mais surtout, ne l'avale pas. Garde le remède dans ta bouche le plus longtemps possible sans en avaler une goutte. Tu as bien compris ? Si tu avalais le remède, ça te tuerait. » La femme produisit un flot de paroles pour bien montrer qu'elle avait bien compris et s'en alla enfin avec sa fiole. Rentrée chez elle, elle n'eut pas à attendre longtemps pour que son mari montre tous les signes d'une explosion prochaine. Aussitôt, elle se précipita sur sa fiole, prit une cuillère de la fameuse potion et la garda dans sa bouche aussi longtemps que son mari fulminait. Il se calma. Le lendemain, alors que la crise approchait, elle renouvela l'expérience. Pendant toute la durée de la colère de son époux, elle le regarda, muette, les yeux ronds, les joues gonflées, la bouche close, et elle finit par se calmer. La scène se répéta plusieurs fois pendant les jours suivants. Dès qu'une tempête s'annonçait, la femme fonçait sur la bouteille et gardait dans la bouche la fameuse antidote sans pouvoir piper mot, car il ne fallait pas avaler le liquide.
Le sorcier l'avait bien demandé. Les crises du mari s'espacèrent. Un beau jour, alors que l'époux avait eu encore matière à exploser, il remarqua juste avant que la rage ne le dévore les yeux ronds, l'air conditionné et les joues gonflées de sa femme. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda-t-il inquiet. « Tu n'es pas malade tout de même ?» Elle ne peut pas répondre, car il aurait fallu avaler la potion, mais tant de sollicitude lui fit monter les larmes aux yeux. Le lendemain, tout excitée, elle courut chez le sorcier. « Sorcier, j'ai fini la bouteille. Donne-moi vite une autre. C'est un antidote puissant. Mon mari s'est calmé, vraiment, c'est un autre homme. Je ne le reconnais pas. Il m'a même demandé si j'étais pas malade. » Le sorcier eut un petit sourire. « Femme, répondit-il, remplis la bouteille toi-même. Elle ne contenait que de l'eau. Ce qui a guéri ton mari, c'est pas cette eau, c'est ton silence. » Moralité, comme on dit chez les Tchèques, quand la femme ne sait plus quoi répondre, c'est que la mer est vide. Oh lélé, moliba makasi. 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 Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Eh oh. Engeda aya. Bengela aya. Bengela oya kara oya onginza oya bengela oya kara oya onginza oya. Oh lélé, moliba makasi. La chauve-souris, une individualiste. Elle n'avait pas toujours été individualiste, la chauve-souris. Au début de son arrivée dans le royaume des animaux, elle allait à toutes les fêtes. Elle était très sociable. Et puis, un jour, convocation sur la grande place. On organisait un genre de recensement. La chauve-souris se présenta. Mais comme elle avait dû aller au marché le matin tôt parce qu'elle n'avait plus de beurre de karité, préparer la pâte pour les enfants, finir de laver le linge, l'étendre et passer un coup de balai dans la cour, quand enfin elle arrive sur la grande place, on ne l'attend plus. Alors, vite, elle se glisse au milieu des oiseaux, comptant rester là tranquillement jusqu'à ce qu'on l'appelle. Mais les oiseaux se mettent à pépier à qui mieux. « Dehors, oust, dehors. Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Je me mets avec vous, pour le recensement, » répond la chauve-souris. « Avec nous ? Pourquoi avec nous ? Mais tu n'es pas des nôtres. Allez, oust, dehors !»« Mais je suis bâtie comme vous, » proteste la retardataire en agitant ses ailes. « Regardez !»« Comment ça ?» s'exclament les autres. « Et cette bouche alors avec ses dents, hein ? Tu nous la ferais passer pour un bec ? Et ces poils, tu trouves qu'on dirait des plumes ? Faudrait pas nous prendre pour des pigeons, ma souris. » La chauve-souris, triste et vexée, se glisse donc à petits pas du côté des animaux à pattes et à poils. « Eh oh là, halte là !» s'écrie-t-on aussitôt dans ce groupe. « Qu'est-ce que tu crois faire ici ?
Je viens justement pour le recensement, répond naïvement la chauve-souris. J'ai été convoquée. Oh, doucement, rétorquent d'une seule voix rongeurs et mammifères en tout genre. Marches-tu comme nous, à quatre pattes, sur le plancher des vaches? Non, tu voles, ma jolie. Donc tu n'es pas des nôtres. Je vole, mais j'ai des poils, j'ai une bouche et des dents, comme vous, et je ponds pas des œufs. Non, je ponds pas des œufs comme les oiseaux, je m'ébats mes petits, comme vous. Comme nous, comme nous, hein? Mais ce serait trop facile, s'écrient les autres scandalisés. On passe ses journées dans les arbres, on passe ses nuits à jouer les avions à réaction, et puis on voudrait, parce qu'on a du poil au menton, se faire passer pour un quadrupède. Non, 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 non. Dehors, dehors, dehors. On a beau avoir des pattes, on ne marche pas. Allons, ousse! Ainsi, la chauve-souris est expulsée, là aussi. Déconfite, elle s'en retourne chez elle. Mais comme elle n'est pas du genre à se laisser abattre, elle réagit tout aussitôt. Alors c'est comme ça. Personne ne me veut. Eh bien, je n'ai pas besoin d'eux non plus, se dit-elle résolument. À quelque temps de là, les envoyés du roi le lion font le tour des contribuables pour percevoir les impôts dus sur l'année et frappent naturellement à la porte de la chauve-souris. « Il faut payer sa majesté le roi, disait-il sur le ton de la loi. « Payer? Moi? S'étonne la chauve-souris. Mais regardez vos listes, je n'y figure pas. Et elle leur ferme la porte au nez. Un peu plus tard, ce sont les émissaires du grand maître des cieux, le seigneur Aigle, qui accourent dans la cour de notre solitaire chauve-souris. On vient pour les impôts, disent-ils. Tous les sujets de l'aigle doivent payer. Payer? Moi? S'étonne la chauve-souris. Mais regardez vos listes, je n'y figure pas. Et d'un coup d'aile, elle claque la porte. Ça leur cloua le bec. Moralité, comme disaient les Grecs, le monde est une pièce de théâtre. Il faut apprendre à jouer son rôle. Oh lélé, moliba makasi. 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 Mboka na ye, mboka kasai. Mboka na ye, mboka kasai. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Eh oh. Engeda aya. Bengela aya. Bengela oya kara oya ongiza oya bengela oya kara oya ongiza oya. Olele, moliba makasi. La patience mal récompensée. Au tout début du monde, les habitants de la planète Terre n'étaient pas aussi diversifiés qu'aujourd'hui. Tous les animaux, par exemple, portaient la même tête, mais un beau matin, le Créateur se lassa de voir toujours ces mêmes nez, ces mêmes gueules. Il organisa donc une grande cérémonie où chacun fut invité à venir recevoir du Créateur la tête qui lui convenait le mieux.
Pensez, si des 4 coins du monde on se prépara à venir à cette cérémonie, une nouvelle tête, c'était tellement important pour l'avenir. Le caméléon, la tortue prirent la route des mois avant l'événement pour être sûrs de ne pas le rater. Mais même les animaux plus rapides, léopards, antilopes, ne prirent pas le risque de partir au dernier moment, de crainte d'arriver à la fin de la distribution et de ne plus avoir qu'une mauvaise tête, une tête de linotte ou une tête de mule. Bref, tout le monde prit ses précautions et le jour J, enfin, se leva. Sur la grande place du marché, Dieu avait installé des centaines de têtes chercheuses, têtes de tout poil et de tout calibre. Il y en avait tellement de quoi vous faire tourner la tête. Les animaux, pas habitués à de tels étalages, n'en croyaient pas leurs yeux. On entendait partout fuser les cris d'admiration. Ouah, celle-là, tu as vu celle-là avec la trompe? Oh, comme elle m'irait bien. Et celle-là, avec la moustache? Qu'est-ce qu'elle est chic! Ouah, celle-là, avec les 3 cornes. Bref, la tortue avait déjà repéré une tête d'éléphant du meilleur goût. Elle comptait bien se l'approprier. La fourmi convoita une frimousse avec 3 becs. Le moustique se voyait déjà affublé d'une crinière de lion, tandis que la souris s'était fermement engagée à ne pas s'en aller sans sa tête de chameau. Bref, chacun tirait son plan quand le crabe, maître de cérémonie, grimpa sur l'estrade et demanda le silence. Chers amis, dit-il, ne nous laissons pas emporter par de vaines prétentions. Nous sommes ici pour recevoir la tête qui nous convient et pas une autre, je vous le promets. Chacun de nous s'en ira satisfait. Alors, à présent, que la distribution commence. Ainsi donc, les animaux défilèrent les uns après les autres devant le Créateur qui, selon la posture, la taille, les habitudes alimentaires de chacun, etc., plaça une nouvelle tête et chacun, après avoir été servi, reprenait la route du retour. La tortue, la grenouille, la souris, le moustique avaient été parmi les premiers nantis, mais il y en avait encore tant. La journée suffirait-elle pour s'occuper de tout ce monde? Le crabe, du haut de son estrade, continuait à haranguer la foule impatiente. Calmez-vous, ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde, lançait-il. Et effectivement, la foule diminuait, comme le choix des têtes, quand les gros animaux, éléphants, hippopotames, chameaux, buffles et autres furent servis, on passa aux oiseaux, et quand le pigeon, le dernier de tous, s'envola, le crabe regarda Dieu d'un air satisfait. Ah, ils avaient fait du bon travail. Sur les étals des présentoirs, il n'y avait plus rien. Alors, tout d'un coup, le crabe paniqua. Et moi dit-il à Dieu. Où as-tu mis ma tête? Tu m'avais quand même bien gardé une tête. Dieu eut l'air ennuyé, leva les yeux au ciel, espérant trouver l'inspiration, prit une mine contrite. À vrai dire, je suis désolé, dit Dieu, dans la confusion du moment. J'ai dû donner ta tête à un autre. Oh, une erreur stupide, hein? Mais comme ça, t'es pas mal non plus. Et c'est ainsi que de tous les animaux, le crabe est le seul à n'avoir pas de tête. Moralité, comme on dit chez les Basques, l'aiguille habille les autres et demeure nue. Oh lélé, moliba makasi. 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 Mboka na ye,
Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Eh oh, eh oh. Engeda aya. Eh oh, eh oh. Bengera aya. Bengera oh, oya, oya, kara ah, oya, oya, onginza ah, oya, oya, bengera ah, oya, oya, kara ah, oya, oya, onginza ah, oya, oya. Olele, olele, moliba makasi. Le chacal et le coq. La porte est ouverte, le chacal entre dans le poulailler. Le coq est là, tout seul, à pomponner sa crête et à lisser ses plumes. « Oh, ami coq, comme vous êtes beau, comme vous êtes chic !» lance le chacal, mais à part cela, vous n'êtes qu'un ignorant. Le coq manque de s'étouffer sous l'affront. « Tu entres ici pour m'insulter ?» s'insurge-t-il. « Comment cela? Je ne suis qu'un ignorant. Serais-tu un savant, toi, peut-être ? Moi, je sais 1000 tours, répondit modestement le chacal. 1001 tours, par exemple. Je peux fermer un œil en poussant un grand cri. Oh, fermer un œil en poussant un grand cri, mais quelle suffisance! S'exclame le coq. Le premier imbécile venu sait fermer un œil en poussant un grand cri. A-t-on jamais entendu stupidité pareille? Fermer un œil en poussant un grand cri. Et tu crois être exceptionnel? Eh bien, regarde donc. Regarde là, là, de ce côté, cet œil. Non, pas sur ma crête. L'œil là, voilà. Je le ferme et pousse un grand cri. Et effectivement, le coq pousse un grand cri à vous fendre le cœur, car en ayant fermé l'œil qui voyait le chacal, hop, d'un coup, d'un seul, la saisit et l'emporte dans ses mâchoires. « Tu vois bien à quel point t'es stupide, marmonne le chacal entre ses dents tout en gloussant de rire. Mais fermer un œil en poussant un grand cri, ça tu l'as vite appris. Honteux, le coq ne pipe mot. Il songe à son panache qui se froisse entre les crocs de cette brute épaisse et écrase une larme quand, tout d'un coup, Dame Poule apparaît au sommet d'une colline. « Lâche ce coq, espèce de cannibale !» s'écrie-t-elle, emportée par une juste indignation. « Lâche ce coq! Ne doit-on pas, nous autres animaux, s'entraider? Mais qu'est-ce qui te prend de t'attaquer à nous? Lâche ce coq ou je fais un malheur !» Le chacal, ennuyé, veut prendre la tangente quand le coq intervient. Dis-lui que c'est un jeu, qu'on s'amuse, elle te fichera la paix. Sans réfléchir, le chacal crie « Vous fâchez pas, Madame Poule, on plaisante !» Mais pour ce faire, tout grand, il a ouvert ses mandibules et le coq a filé. En sécurité sur la branche d'un arbre, il regarde le chacal avec miséricorde. J'en connais pas des tours, moi aussi. Moralité. Comme disait Corneille, quelque fin que tu sois, tiens-toi pour affiner. Ce qui veut dire que lorsqu'on a recours à la ruse pour tromper autrui, on peut soi-même se faire affiner, c'est-à-dire duper. Oh lélé, moliba makasi. Ah la la, ah la 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 la. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba
makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Eh oh, eh oh. Engeda aya. Eh oh, eh oh. Bengera aya. Bengera oh oya oya kara ah oya oya onginza ah oya oya bengera ah oya oya kara ah oya oya onginza ah oya oya olele olele moliba makasi. Le combat du coq et de l'éléphant. Jadis, quand on était tous frères, l'éléphant et le coq vivaient au village des hommes, des femmes et des jeunes filles. Et les jeunes filles, quand ça s'y met, ça peut faire tourner la tête d'un coq et même d'un éléphant. Et c'est très exactement ce qui arriva. Nos deux compères tombèrent follement, frénétiquement, superlativement amoureux d'une seule et même jeune fille. Tous les deux voulaient fébrilement, fanatiquement, carrément l'épouser. Alors, que faire? On demanda bien sûr l'avis des vieux. L'avis des jeunes, c'était pas la peine. Ils auraient dit « laissez tomber la fille, on s'en occupe ». On demanda donc l'avis des vieux. Tout le monde se réunit sous l'arbre à palabres pour discuter, mais le coq et l'éléphant n'arrivaient vraiment pas à se mettre d'accord. Et en fait, ce qu'ils voulaient, eh bien, c'était la bagarre, et pas plus. L'éléphant disait « Regardez-le, ce petit coq, mais je peux l'écraser d'un coup de patte. » Eh bien, il s'imagine pouvoir lutter avec moi, c'est ridicule. Et le coq répondait « Ah, puisque tu es gros, tu te crois fort. Hop, hop, allez, allez, viens te battre, on verra bien qui de nous deux vaincra. » C'était inévitable, il devait en venir aux mains et on décida donc d'un combat. Tous les joueurs de tam-tam et tous les habitants du village sont là. Tous les animaux qui marchent sont, bien sûr, pour l'éléphant. Tous les animaux qui volent, pour le coq. Et le combat commence. Mais le coq n'est pas seul. Il a appelé ses amis les abeilles. Les abeilles arrivent et entrent dans les oreilles de l'éléphant, dans sa trompe, dans sa bouche. Elles se glissent dans ses poumons, elles lui chatouillent l'œsophage, elles le piquent partout. Aouh! Aouh! L'éléphant souffre, il se frappe avec sa trompe, il joue les ventilateurs avec sa queue, ses oreilles battent l'air, il saute comme un possédé et finalement s'enfuit en poussant un long barrissement pour laisser le coq seul maître des lieux. Et c'est depuis ce jour que l'éléphant n'habite plus le village des hommes, tandis que le coq continue d'y mener une vie de Don Juan. Et tout ça grâce à qui? Eh bien oui, grâce aux abeilles. Moralité, l'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle seule, mais pour tous. Oh lélé, olele moliba makasi. Olele, olele moliba makasi.